Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va très très bien. Oui. Bon, alors, bonjour à tout le monde. Euh, Exactement, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup d'être là. alors, on espère que cette première discussion Oui, entre la littérature et peut-être la sociologie et la science politique, parce qu'on vient quand même de mondes un petit peu différents, moi et Magali. Alors, pas vraiment. La littérature, c'est toujours un petit peu de la oui, sociologie oui, quand la, même. la littérature, elle crée les ponts entre Oui, tout, c'est clair. Et justement, moi, je cherchais dans ton livre aujourd'hui, qui est ton dernier livre, intérieur, intérieur 160 rue Saint-Viateur-Ouest, c'est oui. ça? Ouais, 160 rue Saint-Viateur-Ouest. ouais. Et donc, je cherchais un petit peu pourquoi nos maisons d'édition respectives nous avaient réunis. Et donc, j'ai trouvé un paragraphe et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a un lien là à faire. C'est sûr qu'il y a d'autres liens entre le monde que tu décris et le monde peut-être que moi j'analyse. Mais en se parlant tantôt, ce qu'on voyait vraiment, c'était ça. Alors, je vais te lire, je vais vous le lire, c'est à la page 43 du dernier roman de Magali. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais le personnage principal, c'est un jeune, je ne sais pas s'il est jeune, mais bref, c'est un homme qui vient de la communauté juive hassidique de Montréal, qui l'a quitté, qui en a été excommunié, qui est gay et qui donc est sorti de ce monde, mais il retourne de temps en temps pour voir sa mère. Donc, j'ai pas tout vu. Et donc, c'est ce petit paragraphe-là qui a attiré mon attention. Un fossé séparait non pas une population d'intégrés à une autre d'exclus, mais deux communautés d'exclus. Les francophones qui pensaient l'être face aux assidimes qui voulaient le demeurer. Deux communautés qui vivaient en juxtaposition, sans la moindre volonté d'intégration et qui soutenaient la thèse de l'appartenance à une nation distincte et l'obsession d'être une exception dans tout. Les liens ne pouvaient être que ténus, réduits à leur plus simple expression, les travers et l'ego de l'espèce humaine. Et puis, il y avait lui, le transfuge, le Judas, le seul à connaître les deux côtés mieux que le fond de sa poche. Donc là, tu parles euh, De de Matisse. Matisse. De Matisse. Ah, t'as bien choisi, hein, Et, vraiment. C'est vraiment. Ouais, t'as vraiment bien choisi. Ouais. et moi, ce passage-là m'a beaucoup interpellée parce que, bon, je parle beaucoup Bah des deux déjà parce qu'on avait décidé aussi de parler du sentiment d'appartenance. d'appartenance. Donc Ouais, déjà, c'était vraiment bien, bien vu. Oui, c'est ça. Vas-y. ouais. Et que Matisse peut être, disons, sociologiquement, il rentrerait dans la catégorie de ce que j'ai nommé les deuxièmes générations. Donc, Mhm. il est né dans une communauté, on s'entend, qui est très spécifique, très à part et très particulière, mais euh, peu importe, il est né dans une communauté minorisée qui est autre que la communauté majoritaire. Mais il est né ici, il est né au Québec, même s'il n'a pas été élevé dans les mêmes écoles, dans la même société, évidemment, puisqu'il vit dans un espèce de monde à part. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse le saut dans la police, parce qu'il devient policier. Et Bah, c'est quitter un ordre pour aller dans un autre ordre, hein. ok. Si on réfléchit bien à la situation. Mais je voudrais, mis à part le fait que je te remercie que
enfin, le petit passage que tu as lu est vraiment très, très pertinent. J'aimerais juste revenir sur ce que tu dis au niveau des deuxièmes générations, parce que je pense que c'est vraiment très, très important de savoir que les premières générations émigrantes, et je ne suis pas sociologue, mais de ce que j'ai pu lire Et ton expérience. mon expérience, Ouais. les premières générations ne sont pas forcément porteuses des plus grandes problématiques. Ils sont porteurs des plus gros problèmes, c'est-à-dire des problèmes tout simplement de s'installer, d'arriver à vivre, de rentrer les enfants à l'école. Ils sont pris dans des réalités qui sont des réalités très matérielles et pragmatiques. Les deuxièmes générations se posent en revanche beaucoup plus de questions par rapport à leurs racines, par rapport à leur intégration, par rapport à leur volonté, oui ou non, d'embrasser la culture du pays que finalement eux n'ont pas choisi. La majeure partie du temps, puisque c'est une immigration des parents, et c'est aussi une immigration des parents qu'on leur rabâche énormément. Ils disent, écoute-moi, les sacrifices que j'ai faits, tu te rends pas compte, moi, quand je suis venue, et nanana, et je l'ai fait pour toi, pour un monde meilleur. Oui, il y a Et une forme de responsabilité qu'on porte. exactement. Et ça, c'est très culpabilisant pour les deuxièmes générations. Et c'est vrai que c'est un problème. Bon, Oui moi, et non. Je suis pas ben, tout... c'est que Moi, je suis pas tout à fait d'accord que c'est juste culpabilisant. Ça peut l'être. je ne Euh, dis pas que ça... c'est que culpabilisant, mais c'est aussi culpabilisant. Oui, oui, ça peut l'être Au dans une... discours peut-être culpabilisant. Ouais, ça peut l'être dans une certaine mesure. Ça peut aussi être un motif euh, de, de vouloir dépasser justement toute cette histoire d'obstacles que nos parents nous ont raconté. Ça peut être un motif pour justement vouloir autre chose, vouloir faire autrement. Euh, Moi, le fait que par exemple, je le raconte un peu dans mon livre, que mon père était réfugié d'abord en France, puis ensuite à Montréal pour fuir le fascisme et la faim, etc. Euh, c'est une histoire qui n'était pas la mienne, mais qui m'a beaucoup habité et elle aurait pu me culpabiliser, me dire, mon Dieu, je suis obligée de réussir parce que mon père n'a pas eu la même opportunité que moi. Mais au fait, c'est pas ça que cette histoire a fait. Ce qu'elle a fait, cette histoire, c'est m'ouvrir les yeux aux injustices sociales. Je me suis dit que finalement, euh, parce que j'ai été habitée par cette histoire de mes parents, euh, je suis devenue très sensible aux injustices sociales et je suis devenue sensible à toute montée de la droite. Parce que, évidemment, mes parents, dans le contexte politique qui était celui qu'ils ont fui, qui est celui du Portugal, c'est cette extrême droite fascisante L'extrême droite, tu fais bien de le dire. qu'ils ont fui. Et Extrême donc, droite. c'est important de savoir qu'est-ce que nos parents ont fui, parce que généralement, ce que nos parents ont fui euh, peut beaucoup laisser une empreinte chez nous. Mais dans mon cas, j'ai trouvé que c'était une empreinte positive. C'était une empreinte positive parce elle m'a donné envie, justement, de sensibiliser les gens, de comprendre comment ces choses-là peuvent arriver. Alors, écoute, la communauté juive, d'une manière Et générale, là, je quelle t'entends qu'elle parler de soit, Matisse. écoute, la communauté juive, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse, racidique ou pas racidique, c'est une communauté qui a toujours été en immigration et qui n'a jamais, depuis des centaines et des milliers d'années, et qui n'a jamais été fixée nulle part. Donc, cette notion d'immigration, comme un stigmate qu'on porte. En termes d'être sensible par rapport aux inégalités sociales, il faut savoir que les Juifs n'ont absolument jamais été riches. Il y a peut-être eu quelques familles à un moment donné, comme ça pourrait se trouver dans n'importe quelle poche de pays ou de société, mais ont toujours été des gens pauvres. L'une des raisons principales pour laquelle c'était des gens pauvres, c'est parce que justement, ils ne pouvaient pas se
fixés. Donc, ils ne pouvaient pas construire, ils ne pouvaient pas avoir de terrain. C'est pour ça ce ne sont globalement pas des populations agricoles, non plus des populations qui élèvent des animaux ou des choses comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas avoir de patrimoine. Leur seul et unique patrimoine, en fin de compte, c'est leur connaissance. Et c'est pour ça qu'à une époque, il y a eu tout ce développement du juif qui va à l'université ou qui va à l'école et qui finit par apprendre. Ça vient tout simplement de là, c'est tout simplement un système de survie. Bon, ceci étant, le juif est donc une population extrêmement fragilisée par rapport aux inégalités sociales, parce qu'il est lui-même l'inégalité sociale. D'accord, mis de côté partout. La différence avec la population racidique d'aujourd'hui, et c'est en ça que c'est quand même assez intéressant, et je redis encore, je ne suis pas une sociologue, ça ne correspond pas à une étude extrêmement scientifique que j'ai fait, c'est par rapport à mon vécu, moi. Parce que oui, c'est ton expérience. C'est mon expérience, et ça ne vaut qu'en matière de mon expérience, parce que j'ai travaillé 10 ans avec eux, donc c'est pour ça que je les connais bien. Il y a quelque chose d'intéressant, il y a plusieurs faits d'intéressant. D'abord, toi, tu as dit que tu avais une réticence par rapport à la droite ou à l'extrême droite. Moi, je vais te dire, j'ai une réticence et ils ont une réticence par rapport à tous les extrêmes. L'extrême gauche, en l'occurrence, étant exactement la même chose que l'extrême droite, puisque Staline a tué encore plus qu'Hitler. Ouais. Oui. D'accord. Donc, et en plus, a eu le même processus de dépossession, de qui tuer, ça a été le même principe. Donc, les juifs racidiques qui sont arrivés ici se sont construits sur un certain nombre enfin, juifs racidiques, j'ai envie de dire, partout dans le monde, mais particulièrement à Montréal, en Angleterre, et une certaine partie à Strasbourg, en France, se sont construits sur le fait qu'ils devaient repeupler les morts d'Auschwitz. Donc, ils se sont construits sur la Shoah. Ce qui est déjà un peu complexe. Ensuite, après, ils se sont construits également sur cette idée qu'ils voulaient rester entre eux et ils voulaient reproduire ce qui était à l'origine leur village. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces racidiques, c'est extrêmement complexe, il y a toutes sortes de différences, ils ne sont pas tous habillés pareil, mais honnêtement, ça revient au même. Ils proviennent tous de petits villages dans l'est de l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils ont des noms différents. Voilà, les Satmar, les Bels, les Gzver, ils ont tous ces différences-là. Mais c'est drôle de savoir, et c'est pour ça que je reviens à la notion de deuxième génération, c'est drôle de savoir que ceux qui sont arrivés ici, que maintenant vous croisez dans les rues d'Outremont, leurs parents n'étaient pas forcément extrêmement religieux. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être des gens qui étaient totalement... D'ailleurs, on le voit dans les classes, hein, les enfants partagent parfois des photos de leurs grands-parents habillés avec des robes 1940 ou 50, et puis des cheveux blonds, voilà, et puis du maquillage, et puis tout ça, un petit peu comme les pin-up américaines. Et puis maintenant, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons, comme je l'ai dit, la raison de reproduire, mais aussi parce que la force de la communauté fait qu'ils se sentent aidés, ils se sentent en sécurité, et qu'aussi cette communauté a été capable de leur procurer une facilité pour s'insérer dans la société sans s'insérer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est là-dessus que je veux te ramener, oui. Magali, si tu permets. Oui. Sur cette espèce de sentiment, bon, tu sais, moi, je travaille sur la notion d'incommensurabilité en ce moment. Et sur ce sentiment et c'est ce que tu dis dans ce paragraphe-là, que cette communauté ne veut pas, veut volontairement être exclue de la société majoritaire, mais la société majoritaire n'accepte pas qu'elle veuille volontairement être exclue. Mais oui, parce qu'écoutez, moi, je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de Québécois qui aimeraient bien discuter. D'ailleurs, il y a un passage aussi dans mon livre à ça, qui aimeraient bien entretenir des relations avec leurs voisins racidiques. Indéniablement, il y a un problème de langue, ça c'est une certitude, parce que les racidiques vont
beaucoup plus. D'abord, attendez, déjà, je voudrais déjà faire une parenthèse parce que c'est vrai que je parle des racidiques, mais je veux que tous ceux qui nous entendent aient conscience que les racidiques ne représentent pas les juifs à travers le monde ou la population. C'est une population, c'est une secte, ce sont des sectes, c'est sectaire, n'a rien à voir avec les juifs. C'est vraiment un monde à part, déjà. Mhm. Je voudrais vraiment poser ça comme base, mais il se trouve qu'à à Montréal, ils sont très visibles. D'ailleurs, moi, je vous dire honnêtement, j'en avais jamais vu avant. Et je suis arrivée, j'étais déjà une très grande fille, et j'avais des enfants. Et ici, ils sont très installés, ils sont très visibles, et il faudrait pas avoir l'impression que le juif, c'est un racidique, parce que le juif n'est pas un racidique, mais il y a des racidiques. Oui, bien Euh, sûr, comme tous les chrétiens ne sont pas catholiques, catholiques orthodoxes, Mis à bref, part que les racidiques, ils sont très visibles, tu oui, sais. Donc, oui. il y a tout cette façon de s'habiller, cet uniforme Ouais. qui fait qu'ils sont Mais, très mais identifiables. je veux te ramener justement, si on parle de l'habit, je veux te ramener à cette notion d'incommensurabilité, à cette notion de frontière, tu sais, qu'on, d'une manière très étanche, comme c'est le cas des Juifs hassidiques, ou beaucoup moins, comme c'est le cas de d'autres communautés à Montréal qui, malgré toutes sortes d'embûches et d'obstacles, que ce soit le juif qui n'est pas hassidique, le juif séfarade Mais ou le juif qui n'est pas assidique veut complètement communiquer. oui, Il oui, est donc, mais c'est complètement pour dans ça la que, communication ouais. et au contraire, il veut se fondre, il est complètement inséré dans la population, il veut écrire, il va aller à l'école, il se marie avec des gens qui ne sont pas de sa communauté, il est complètement fondu. Mais tu C'est es d'accord que cette communauté-là pose quand même des obstacles bien sûr, aux évidemment. gens qui veulent Ah non, absolument s'intégrer. mais ils ne veulent pas. Donc c'est pas unidirectionnel. C'est pas, on n'est pas dans une, tu sais, au fait, et on trouve ça aussi dans ton paragraphe. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup dans le discours de la majorité, il y a des choses qui m'ennuient des discours des minorisés et des choses qui m'ennuient dans les discours de la majorité, puisque je, je, je postule que j'appartiens aux deux. Hein? Moi, Bien sûr, évidemment, suis née ici et donc évidemment, j'ai passé toute ma vie d'une communauté à l'autre. bien sûr. Euh, et donc, j'ai passé un grand temps de ma vie entre communautés ethnoculturelles. Donc, j'allais au collège Stanislas, qui était au Québec, mais où on m'enseignait l'histoire de France, où il y avait des enfants assez aisés, parce qu'évidemment, c'était un collège privé, mais des enfants qui venaient partout du monde entier. Euh, et donc, il y avait il y avait tout ce mélange-là. Plusieurs enfants après la loi 101 ont été très, très mélangés à Montréal, surtout. Bon, la réalité multiculturelle, c'est quelque chose que plusieurs générations commencent à connaître. Mais il y a ce discours de l'interculturalisme au Québec qui, pendant les années 80 et 90, a presque été sanctifié comme la chose la plus extraordinaire. Regardez, nous sommes un peuple majoritaire, généreux et ouvert, ce que je ne nie pas, Moi, et j'en nous suis vous première. accueillons à bras ouverts et vous nous donnez un peu de vous, on vous donne un peu de nous et comme ça, on va créer un bon mélange. Sauf que tout ça, c'est de la rhétorique. Parce que quelque chose qui m'étonne beaucoup, entre autres dans votre roman, c'est comment Matisse rentre à l'école de police avec cette facilité. Je sais que je suis Non, dans la non, parce que littérature, non, mais mais c'est parce que je avec développe cette pas. facilité-là, Non, parce que ça il arrive rentre. pas, Non, non, ça. non, il rentre pas avec facilité à l'école de OK. police. Absolument pas. C'est parce que cette partie-là, elle est expliquée, mais relativement rapidement, parce que s'il n'y a pas trop d'intérêt à commencer à rentrer dans les détails de ça, mais il rentre pas facilement. Mais Matisse, voilà comment ça se passe. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que je ne sais pas si vous avez vu la série Un orthodoxe. Oui, oui, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. D'accord. Et Oui. elle est
très très bonne à mon Ouais, sens, c'est bien fait. cette série. Oui, parce qu'elle vient du mémoire de Deborah Friedman, qui est une ex-racidique, qui est sortie de la communauté Satmar, qui est une communauté extrêmement serrée et vigilante et compliquée sur ses ouailles. Mais enfin bon, bref. Donc, ce qui se passe, c'est que Matisse, il est homosexuel. Et pour la communauté chassidique, c'est un monstre. Donc, il y a un autre passage dans mon livre où il y a Yorevet qui est sa mère et qui dit qu'elle subit le fait que, en fin de compte, la communauté pense que son fils est un monstre et que l'autre communauté ne comprend pas comment est-ce que leur communauté pense que c'est un monstre. Donc elle est encore plus, elle est dans les cordes, hein, si on pourrait dire cette espèce de langage un peu de boxe là, et elle a aucun moyen de sortir de cette dialectique. Mais c'est ça que ces gens-là pensent. Mais moi j'ai posé la question d'une manière aussi un peu rhétorique quand j'ai fait certaines entrevues en leur disant est-ce que vous pensez honnêtement qu'il n'y a pas d'homosexuels dans la communauté chassidique? Faites-moi rire. J'ai posé la question aussi par rapport à mon deuxième roman par rapport à l'alcoolisme et l'alcoolisme féminin. Bon, c'est des réalités. Bah, c'est tout bête, hein. Je vais vous dire, c'est tout simple. Hein. C'est juste des êtres humains. Donc, à partir du moment où ils sont des êtres humains, donc ils ont les mêmes problèmes. Et Absolument. Matisse, lui, il se fait renvoyer. Il a cette relation avec Jean-Claude. De la communauté, il se fait renvoyer de la communauté. Ah oui, il est complètement... Oui, ok, pas de la police. Non, il est excommunié, il est tout ça. Et puis, ça se passe 20 ans avant, parce que lui, en fin de compte, il a 39 et quelques années quand on le prend dans l'histoire du roman policier, si tant est que c'est un roman policier. Oui. Si tant est, je ne suis pas très sûre des fois. Enfin, même plus. Mais je ne me suis pas rendue. Je ne suis pas sûre du tout, mais donc il se fait virer complètement. Et c'est un garçon... alors, ça pose une question. Ce que vous posez comme question, vous, c'est une question très intéressante qui est vraiment, là, en revanche, de mon domaine, puisque moi, je suis une spécialiste en éducation. Les enfants, dans les communautés racidiques, d'abord, il faut faire une grande différence entre les filles et les garçons, déjà pour commencer. Mais là, on va parler des garçons. Le mandat de l'école québécoise est de socialiser. Le mandat de l'école québécoise n'est pas respecté dans les écoles parce que ce n'est pas ce qu'ils désirent, c'est ce que je vous dis, ils ne désirent pas être insérés dans la société parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur que cela les influence. Ils ont peur que ça les mène dans des voies mauvaises, d'accord? Ce n'est pas le judaïsme tel qu'il le pratique, le judaïsme tout court, mais surtout comme il le pratique, n'est pas une religion de prosélytisme, on ne cherche pas à recruter. Donc, comme on ne recrute pas, on n'a pas d'intérêt à se mélanger avec les autres personnes. Je répète, c'est la vision des chassidiques. Ça n'a rien à voir avec les juifs que vous croiserez dans la rue, ni séfarades, ni ashkénazes, qui sont complètement insérés dans la communauté. Et dans la vie, dans la communauté québécoise, quoi, je veux dire complète. Donc, on en a plusieurs exemples. Hein, il y a plusieurs politiciens. Mais oui. Mais non, mais il y a plusieurs. Mais je suis un exemple. C'est tout, quoi, je veux dire. Et je ne suis pas une exception. Je suis un exemple, mais pas une exception. Et puis, donc, ils étudient, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils étudient? Ils étudient des textes religieux, ils étudient des mathématiques sous une autre forme. Et en éducation, on sait très très bien qu'il y a un certain nombre de connaissances qui sont des connaissances transversales, qui fait qu'en fin de compte, quand vous étudiez quelque chose, vous êtes capable de transférer vos connaissances pour étudier autre chose. Donc, ce n'est pas un imbécile, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est l'univers de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, il va aller chez Jean-Claude, il va vivre un certain temps là-bas, et Jean-Claude, qui est prof de français, va tout lui apprendre. Et il va recommencer. Il y a des cours. Vous savez que la société québécoise à l'école est sans doute l'une des sociétés les mieux organisées pour l'école au retour de l'école. C'est-à-dire pour ceux qui ont 19, 20 ans, 21 ans, il y a des programmes qui sont extraordinaires. Je sais, ma fille est là-dedans. Je pourrais vous en parler longtemps. C'est absolument merveilleux ce qu'il fait au Québec à ce moment-là. On pourrait
on peut toujours tout critiquer, mais je veux dire, jusqu'au cégep, dans un parcours classique, on pourrait critiquer, mais le retour aux études, franchement, je pense que tout est fait ici pour organiser ce retour aux études. Alors, Mhm. ça, je ne l'ai pas développé. Mais c'est moi ce qui me, Mais il il m'a, rentre, il ouais. rentre, Oui, oui, je comprends. Moi, il ce qui rentre. m'a, Et il rentre avec, vous voulez que je vous dise, il rentre avec facilité, parce qu'il est capable. oui, Et ils sont tous capables. ouais, ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que Moi, j'avais des je suis élèves, trop je vous assure, pragmatique. J'ai mes tra- élèves, vous n'avez aucune idée du niveau de mes élèves. Mes élèves en grade 6, Mais je c'est un remets pas en niveau de... question du tout. Je remets pas en question. Au fait, je pense que vous me saisissez pas. Je remets pas du tout en question ni leur capacité, ni leur niveau d'éducation, ni leur aptitude à faire ça. Je remets pas du tout en question ça. Vous voulez savoir pourquoi il est rentré Bien dans au la police? contraire. Non, non, mais vous me l'avez expliqué, c'était pour l'ordre. Non, Et ça se justifie très bien parce que lui, il est probablement témoin de violence et de toutes sortes de choses dans sa vie et il veut pouvoir l'arrêter. et Ça c'est se... un cadre. Et c'est Ouais, un cadre, et c'est ouais, structuré, et il y ouais, a des niveaux, et ça le rassure, absolument. et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est pas ça que je remets en question. C'est plus comme, c'est que, bon, moi-même, j'ai travaillé au ministère de la Sécurité publique. D'accord, Euh, vous savez plus que moi alors. Oui, et donc j'ai vu les examens et les tests pour rentrer à Nicolet et des biais culturels et racistes, s'en est bourré. Et le nombre de jeunes racisés qui arrivent pas à rentrer dans la police, en tout cas à cette époque-là, même avec des progrès d'accès à l'égalité à l'emploi, parce qu'on veut absolument en ce moment et depuis une vingtaine d'années favoriser au contraire leur présence dans les corps policiers, ils n'arrivent pas à les recruter. Ils n'arrivent pas à les recruter parce qu'ils mettent toutes sortes d'obstacles Eh bureaucratiques. bien, écoutez, on va dire que c'est le miracle du roman policier et de la Clairement, littérature. la C'est le littérature miracle du fait des roman policier et miracles. de la littérature. Mais je comprends très Mais très bien. c'était Mais juste vous pour vous savez, en revanche, sensibiliser. moi Ouais. également, j'ai lu j'ai lu une partie. On l'a eu. On a pu se lire, pas complètement, on a pu se lire. Et j'ai lu une partie de votre livre également. Et j'ai trouvé votre parcours également très intéressant parce que vous avez connu quand même des communautés qui me sont proches et la manière dont vous avez interagi avec eux sont finalement assez, peut-être plus, je vais remployer le mot proche, plus proche qu'on ne pourrait l'imaginer. Ouais, Et, ouais. et c'est vrai, et je trouve ça très, très intéressant que culturellement, comme ça, vous soyez à la croisée. Et je vais vous dire, pour revenir à ce sentiment d'appartenance, il y a une question qui est intéressante quand même ici au Québec, et peut-être que c'est pas tout le Québec, mais en tous les cas, c'est vrai au niveau de Montréal. Je trouve qu'il y a un vivier qui fait que on a vraiment une belle représentation de toutes sortes de cultures qui finalement enrichissent le débat qui est un débat national. Et ça, je pense que c'est quand même assez exceptionnel quand même par rapport à d'autres pays dans lesquels les communautés finalement interviennent dans le débat d'une manière bien plus sourde. Et c'est ça, je voulais parler de ça avec vous pour voir ce que vous pensez ça. Est-ce que vous pensez vraiment, ce que vous voyez vraiment à Montréal, vous, puisque vous êtes vraiment dans le cœur du débat. Est-ce que vous voyez donc cet apport de l'appartenance de Québécois d'origine différente finalement? Mhm. Ben, si on va parler de Montréal, moi, ce que je trouve extraordinaire, euh, bon, moi, je pense que je, je, j'ai toujours défendu la loi 101 et je la défends encore, même si je suis sortie du Parti québécois. Euh, Parce que il faut, à un moment donné, c'est clair, des éléments de cohésion sociale, il faut des éléments fédérateurs pour qu'on réussisse à sentir une appartenance et pour qu'on réussisse à travailler ensemble sur des territoires donnés avec la diversité qu'on connaît. Euh, la loi 101 a créé quelque chose de très particulier à Montréal,
c'est qu'elle a fait en sorte finalement que des enfants qui étaient envoyés avant ou à l'école anglaise ou à l'école française, et souvent c'était même pas le choix des parents immigrants, souvent des fois ça l'était. Alors moi c'est clair que par exemple les membres de la communauté italienne, grecque et portugaise, pour la plupart quand ils sont 2, 3 ans plus âgés que moi, ils sont tous anglophones. Bien sûr. Ils sont allés à l'école en anglais. Moi, j'aurais pu, je suis encore à la frontière de ces années-là, mais mon père, comme il revenait de France, avait un attachement au français et nous a mis dans le système français, bien que ce n'était pas le système québécois, mais il nous a mis dans le système francophone. Mais cette loi 101 en fait en sorte que des enfants de toutes sortes de religions, de toutes sortes d'origines différentes, euh, se sont retrouvés ensemble et donc ils n'allaient plus soit à l'école anglophone du quartier où euh, la pâte était plus difficile à prendre, mettons, où ils s'intégraient aux anglophones, mais et donc des enfants qui sont allés à l'école de toutes sortes d'origines différentes. Et c'est cette école-là qui a tissé ce que je nomme dans mon livre une identité transculturelle. Une identité qui dépasse les différentes cultures, mais qui fait en sorte que nous, enfants d'immigrants, le nous, enfants d'immigrants, se retrouve dans une grande partie de la population parce que justement, on était toujours pris entre euh, ces débats entre la majorité et les minorisés, donc entre nos parents et la société dans laquelle on vit. Et je tiens à dire que souvent, les gens, quand ils parlent d'immigration, ils font une dichotomie, une opposition entre la société d'accueil et le reste. Mais il me semble que toutes les deuxièmes générations et tous les immigrants qui sont ici depuis plusieurs années deviennent la société d'accueil. Donc, ils deviennent à leur tour ceux qui Mais intègrent les autres. Donc, cette dichotomie-là, c'est une fausse dichotomie. Elle existe pas vraiment. Mais c'est drôle que vous parliez de la loi 101 parce que je ne sais pas si vous connaissez Pierre Anctil, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, Oui, oui. un grand historien qui est vraiment spécialiste du phénomène juif. Mais attendez, j'ai pas fini. Ça a créé des fractures aussi. Ça a divisé des familles en deux. Oui, certes, Ouais, certes. et donc mes propres cousins sont anglophones de mon âge. Et moi et mon frère, on était francophones, on était les seuls francophones de la famille. Et donc, ce qui nous réunissait comme langue, c'était le portugais, mais là, les cousins le parlaient très, très mal. Et donc, on est né dans le même pays, la même ville, on parlait 2 langues différentes, on traversait 2 Montréal différents. Et, et donc, des lois comme ça sont bonnes pour souder, mais elles font aussi des cassures au Mais de toute passage. façon, tout fait tout. Mais Ouais. pour finir ce que je voulais dire, vous voyez, lui a monsieur Anctil a une idée qui est, à mon avis, lumineuse. C'est ce qu'il m'avait dit, il m'avait beaucoup marqué en me disant, s'il y avait eu la loi 101 à l'époque, Léonard Cohen et Mordechai Richter seraient des auteurs français. Enfin, québécois, de langue française. Oui, oui, Non, c'est sûr, francophone. de langue Oui, française. oui, oui, Ah, oui. parce que c'est l'important. Alors, quand on voit ça Oui. comme ça, c'est assez intéressant de le voir comme ça, même si Léonard Cohen parlait un français absolument impeccable et que ses enfants La parlent un français impeccable, la question n'est pas là. Mais je veux dire, c'est vrai que, bon, vous marquez par rapport à la langue, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très spécifique ici. Le sentiment d'appartenance est très lié par rapport à la langue. Mais moi qui suis arrivée d'un côté il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, parce que comme je le dis, j'étais déjà une très grande fille, c'est dommage quand je vois quand même, et je suis très, très, très francophone, je suis prof de français, didacticienne de la langue française, je peux Oui, vous oui, et vous êtes linguiste. il y a pas de, vous pouvez pas avoir de doute sur, bon, mais je pense que quand même la richesse, et je pense que
C'est un peu ça là où je voulais en venir. La richesse du partage de langue, du bilinguisme, de l'apport de l'autre, de la culture de l'autre, c'est quelque chose qui est capital. Et c'est peut-être comme ça que se tisse d'ailleurs le sentiment d'appartenance. Parce que vous ne pouvez pas demander à des populations émigrants d'avoir un sentiment d'appartenance sur quelque chose qui n'existe plus sur le terrain actuel, sur la réalité actuelle. Voilà, c'est ça. Et pour revenir à ce que vous disiez, oui, ce sentiment d'appartenance, moi, par rapport aux communautés que j'ai vues, c'est un sentiment d'appartenance très, très fort. Le problème, c'est que c'est pas le même sentiment d'appartenance. Parce que, croyez-le ou pas, mais moi, en tant que juive de religion, je n'ai absolument aucun sentiment d'appartenance avec les communautés racidiques qui ne me ressemblent pas, on ne vit pas la même chose, honnêtement, on n'a rien en commun, si ce n'est le fait que j'ai un respect énorme pour eux et que honnêtement, j'ai des amis et tout ça, mais je veux dire par là, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes façons de pratiquer, on n'a pas la même vision de la vie, on n'a rien du tout. Ils me sont aussi différents et étrangers qu'ils peuvent l'être pour vous, ou presque. Oui, oui, absolument. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah, je suis en train de lire mon ami Patrice Saucier, là, qui est aussi auteur. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit que même parmi les catholiques, on retrouve une pléthore de pratiquants de la communauté de Saint-Pie X qui sont ultra traditionnalistes, proches de l'extrême droite, à la communauté San Benedetto al Porto qui était dirigée par Don Gallo, un curé communiste qui terminait ses messes en chantant Bella Ciao. Bella Ciao. Donc, c'est clair. Écoutez, dans El Casa del Papel, apparemment, Bella Ciao, c'est également ça, c'est un chant révolutionnaire. Donc, mais bon, oui, effectivement, il y a plein de façons de voir sa religion, mais le sentiment d'appartenance, c'est avant tout l'acceptation de l'autre. Si vous n'êtes pas dans une démarche d'acceptation de l'autre, comment voulez-vous vivre une émigration réussie? Et l'acceptation de l'autre, c'est pas forcément être d'accord avec tout ce que l'autre dit. Mais moi, rien à voir. Ouais, ma question pour vous, c'est mais comment on guérit les plaies de passé terribles qui ont été ceux du peuple juif avec la Shoah, qui ont été ceux de l'esclavage avec la plupart des Afro-descendants au Canada ou aux États-Unis, qui ont été plus différemment, mais toutes sortes d'exclusions basées sur des faits ethniques ou sociaux, des Irlandais, des Sud-Européens, des Italiens qu'on a mis. Vous savez que le Canada a eu des politiques d'immigration extrêmement racistes jusqu'en 1962. C'est pas avant 1962 là qu'on accepte des gens au Canada et au Québec qui viennent de l'Afrique. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est venue au Canada pour voir comment on gérait bien nos Indiens, pour pouvoir faire pareil? Oui, le modèle. Le modèle merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc, comment est-ce qu'on dépasse, dans le fond, ces blessures communautaires, ces blessures populationnelles? Comment est-ce qu'on... Parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche des ponts entre humains pour trouver des moyens de communiquer de nouveau. Écoutez, moi, je n'ai pas des réponses pour tout le monde, mais moi, voilà comment je vois les choses. Je pense que les Juifs ne portent pas l'exemple même de la souffrance. Je pense qu'il y a d'autres peuples qui ont énormément... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Et là, je suis archi d'accord. Les Tziganes, d'ailleurs, je suis absolument d'accord avec beaucoup de souffrance. Mais en revanche, je pense que ce qui est remarquable dans l'histoire du judaïsme, c'est d'avoir un modèle qui est un modèle qui va servir pour l'humanité. Je pense que c'est l'universalité de ce qui s'est passé qui peut-être maintenant, au XXIe siècle, peut permettre de faire comprendre
enfin bon, ça fait un moment de toute façon, mais de faire comprendre c'est ça qui va rester, le côté universel de l'horreur de ce qui s'est passé. Et c'est important ce côté d'universel parce que je pense qu'il faut sortir du modèle de la Shoah et du pauvre juif persécuté, parce que je pense que honnêtement il faut en sortir. Il faut créer donc ce modèle d'universalité. Il faut englober toutes les populations qui souffrent de manière à ce que, bien évidemment, on ne reproduise pas cela. Et il faut aussi, à mon sens, qu'on puisse justement tisser des liens et pour tisser des liens, il faut avoir un devoir de mémoire. Mais que ce ne soit pas un devoir de mémoire nombriliste, mais un devoir de mémoire pour les sociétés, pour la société, pour l'universalité du message. Je pense. Maintenant, je vais vous dire, moi, je suis d'une génération qui est née après la guerre, donc bien après la guerre quand même, et j'ai pas souffert de ça, mais j'ai été élevée, mon oncle, j'ai perdu mon père très jeune, et j'ai été élevée par un oncle qui était un rescapé d'Auschwitz, et d'ailleurs qui ne m'en a jamais dit un traître mot. Jamais. Mais il avait toujours des manches longues et voilà. Et c'est tout. Donc, il y a des générations auxquelles je pense que mon discours d'universalité de la souffrance, ben, ça va pas tellement les toucher. Et puis, il y a d'autres, les dernières générations vont y être beaucoup plus sensibles. Ouais, mais moi, je dis souvent à mes étudiants que, que la souffrance est certes humaine et universelle, mais que les discriminations systémiques sont toujours vécues par les mêmes. Et donc, les discriminations systémiques, elles ne sont pas adressées aux majoritaires, elles sont adressées aux minoritaires. Et ça dépend où on vit. Hein, parce ça que, dépend de quelle minoritaire vous parlez. ben c'est pour ça que je vous dis, ça dépend où on vit, parce on est majoritaire quelque part et puis on devient minoritaire ailleurs. Basé sur le jugement de la différence. Et vous voyez, bon, ben, c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu travailler avec Matisse et que je vais continuer à travailler sur Matisse, parce que oui, c'est quelqu'un qui est complètement différent. Lui, il le dit d'ailleurs, il serait allé deux fois hein, à Auschwitz, hein, une fois parce qu'il était juif, une fois parce qu'il était homosexuel. Hein. Donc, je pense que c'est un bon exemple d'une démarche intellectuelle qui veut justement aller vers l'autre et essayer d'apporter toute une sorte de solution à des personnes qui souffrent par rapport à son propre prisme. Parce qu'il n'y a pas que le prisme du juif, il y a aussi le prisme de ce qu'il a vécu lui dans sa famille, parce qu'il est dans une famille qui est très dysfonctionnelle, et il y en a plein d'autres qui sont dans des familles très dysfonctionnelles. Donc, il y a d'autres blessures, il y a des blessures qui n'ont rien à voir finalement avec son judaïsme. Absolument. Et puis, voilà. Donc ouais. voilà. Ouais. En ça, c'est... Mais moi, ce que je trouve particulièrement, j'essaye de choisir un terme, ce que je trouve inquiétant, c'est que entre personnes racisées, et surtout, en tout cas dans mon cas, comme deuxième génération, on passe une grande partie de notre temps à regarder nos communautés, à nous regarder et aussi à nous analyser, à nous autocritiquer, ce qui est parfaitement sain et normal. Mais c'est comme si par crainte, on n'osait pas parfois critiquer aussi ceux qui nous mettent des obstacles. Et donc, il y a toujours une espèce de phase de l'adolescence, par exemple, dans des enfants qui sont de deuxième génération, où on se met vraiment beaucoup à critiquer nos propres parents et à dire mais pourquoi vous ne faites pas comme les parents des autres, les parents québécois sont pas comme ça, ils m'empêchent pas de sortir parce que je suis une fille, ils m'empêchent pas ci, ils m'empêchent pas ça. Et donc on se met à être vraiment en colère. Et je retrouve ça chez Matisse aussi, ce qui est parfaitement normal. On se met à être très, très en colère contre toute cette espèce de monde à part qui n'est pas intégré dans la majorité. Mais en même temps, il y a une espèce de sagesse que
que nos communautés, nos parents ont. Euh, Ils nous disent un peu de manière condescendante, tu ne comprends pas encore, tu es trop jeune. Mais ils ont quand même justement cette mémoire dont vous parliez, Mais vous cette savez ce qu'il mémoire. vous savez Et ce que cette mémoire, je veux juste dire que allez-y, allez-y. la société majoritaire, elle n'a pas toujours intérêt à ce que cette mémoire soit rappelée ou visible, parce qu'elle utilise encore les mêmes structures aujourd'hui Oui, qu'elle a utilisées au 19e oui, siècle pour oui, exclure. C'est oui, exactement les mêmes structures. oui, oui, je suis d'accord On avec les vous. connaît tellement pas qu'on les répète sans arrêt. Oui, Alors, cette histoire de reconnaissance de diplôme et de refuser, par exemple, des médecins, des infirmières étrangères, maintenant en période de pandémie, c'est une vieille histoire. Ça oui, fait des années qu'on oui, sait oui, qu'on crée ces exclusions oui, dans la oui, oui, bureaucratie. oui, Mais oui, pourtant, oui, on la continue. oui, Et, oui, et donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est de terminer un peu cette autocritique qui nous rend pas service parce que d'accord. ça donne lieu à des préjugés et des stéréotypes gros comme la Terre, alors que nous-mêmes, on sait très bien que la vie et les communautés sont loin toujours de ces stéréotypes, qu'il y a beaucoup de gris. Et donc, tout ça nous a pas rendu service, cette autocritique-là. Je dis pas il faut l'aveuglement, on peut pas, il faut survivre. Mais cet aveuglement-là qu'on peut reprocher à des communautés plus fermées ou plus ou moins ouvertes, ben, ce propre aveuglement de la mémoire, il est pratiqué par les majoritaires. Et c'est une stratégie pour garder les gens à l'extérieur. Vous savez ce qui me fait peur, moi, en ce moment, avec le coronavirus et ce confinement? J'entends tout un discours magnifique sur les vertus de se retrouver à la maison et de profiter de sa famille et de son mari. D'abord, je trouve que c'est un discours de classe, parce que Absolument. je trouve qu'on profite très très bien de sa maison et de son Ouais. mari quand on a les moyens d'avoir une maison et un mari et d'aller faire ses courses quand on vous le demande et d'avoir un frigidaire plein. Donc je trouve que c'est vraiment un discours de classe. Mais en plus de ça, je trouve qu'il y a il y a un grand risque d'enfermement racial justement par rapport à ce coronavirus. Donc moi je suis prof à l'université de Montréal et enfin je suis chargée de cours, je suis pas prof. J'ai des petites élèves qui sont chinoises et je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Et il y a comme une méfiance de l'autre. Et je trouve que, alors oui, oui, ça remet beaucoup les pendules à l'heure sur vraiment plein de choses, ce coronavirus. Et comme toujours, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et j'aime beaucoup ce qui se passe en termes. D'abord, j'ai pas le choix, mais bon, j'aime beaucoup ce qui se fait en termes d'environnement et tout ça. C'est très, très intéressant et porteur d'espoir et tout ça. Mais en revanche, il y a quand même une sorte d'enfermement sur soi-même et ses frontières et tout ça on va voir ce que ça va donner, mais ça peut être inquiétant pour certaines minorités qui sont à la base déjà extrêmement ciblées et qui n'ont pas besoin de ça. Oui, je veux dire, moi, mon propre enfant m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ces Chinois? Pourquoi ils mangent n'importe quoi? Bien sûr, bien Comment sûr. ça se fait qu'ils nous ramènent ça? Oui, oui, bien sûr. Alors, C'est compliqué. Surtout. et je veux dire, les humains cherchent à comprendre, cherchent à trouver le bouc émissaire. Euh, et des pratiques qui leur sont peu connues ou pas connues. Je lui dis, tu sais, Thomas, nous, on mange bien du porc et puis c'est bien dégueulasse, c'est bourré de microbes pour plein d'autres cultures qui ne touchent pas à ça. Et alors, tu sais, juger que les uns mangent ci ou que les autres mangent ça, ou des fois, on mange toutes sortes de choses par besoin, par survie Surtout économique. que l'information va très vite et va si vite même qu'un jour on dit quelque chose, le lendemain on dit autre Absolument. chose. Ouais. Allez savoir si c'est vraiment ça, Oui, oui, les fake pour news. commencer. Et Ouais. même, c'est même pas une question
dans la fake news, je pense qu'il y a une idée d'intentionnalité, mais il y a tout simplement le fait que ça part dans tous les sens, que nos gamins sont bombardés, que nous sommes bombardés, mais que nos gamins sont bombardés, qu'on n'a pas forcément les réponses à leurs questions et à ce qui se passe. Et à mon avis, c'est ça le problème. Écoutez, de toute façon, il y a eu pas mal de choses qui sont passées par rapport au coronavirus dans les sociétés racidiques. C'est pas très Ouais, agréable de voir ça à la télévision ouais. et c'est pas pour ça que je justifie quoi que ce soit. Mais je veux dire par là, ma peur, c'est justement, ben voilà, ça retombe encore, voyez-vous. Et pour le discours à un niveau plus élevé, plus général, c'est pas bon ce genre de choses. Ouais, ben C'est pas justement, c'est pas fédérateur dans le bon sens du non. terme, c'est pas agréable, ça n'élève pas le débat, ça n'emmène pas les choses dans le bon sens, et puis ça pourrait se tourner dans d'autres communautés après, et puis ça sert à rien, quoi. Je veux dire, donc voilà, c'est ce que je pense, et ça n'aide dans tous les cas pas du tout au sentiment d'appartenance parce que ça ne permet pas de les voir tels que des Québécois. Parce que bon, par rapport finalement à cet exemple racidique qui est, qui est intéressant parce qu'il est extrême, c'est pour ça, parce qu'il est visible. Mhm. C'est visible, vous Ouais, voyez. La absolument. communauté noire aussi est visible, Ouais, mais elle est quand même multi-facette, parce que vous ouais. avez Ouais. des personnes à la peau noire qui viennent de plein de régions différentes et tout ça. Tandis que, Mais la communauté juive aussi, vous l'avez oui, même mais non, mais dit. la communauté racidique, elle est Oui, monolithique. ouais. D'accord? C'est un bloc compact Mm, dans lequel il n'y a pas de diversité. mm. Hein, puis si, il y a de la diversité, mais c'est inintéressant pour tout le monde de savoir si c'est des belles ou des sept mares, on s'en fiche complètement, c'est monolithique. Non, c'est vrai, je veux dire, c'est un bloc compact. Et c'est ça, en ça que c'est vraiment très, très intéressant. Parce qu'en fin de compte, la question derrière tout ça, c'est que pour revenir au débat de la deuxième génération, les enfants qui sont nés, ce sont des Québécois. Ce sont des Québécois Mhm. nés ici en terre québécoise. Absolument. Ouais, Québec. ouais. Donc, quand on pose comme ça la chose, ça peut peut-être choquer des gens qui disent ah non, pourquoi, oui, non, non, oui, mais non, mais ce sont. Donc, voyez-vous, Ouais, c'est justement, vrai. on me demande si j'ai peur que la crise actuelle au Québec accentue le repli identitaire. Euh, moi, je pense que euh, le, le, au fait, il y a tout un slogan en ce moment et c'est un slogan qui est aussi écologiste, mais qui est récupéré aussi d'une façon ou d'une autre par le nationalisme, c'est toujours mieux d'acheter local, d'encourager les trucs de chez nous, la culture de chez nous et tout ça. Et donc, ça, c'est le visage de Janus du nationalisme qui est positif, qui Ne aide serait-ce qu'environnemental, ouais, qui aide et l'environnement et bien la sûr, communauté bien sûr, et bien la sûr, cohabitation. bien Mais sûr. évidemment, après, il y a toujours l'autre visage. Et l'autre visage, ben, souvent, il cherche des coupables. Et je sais pas si vous avez vu, je regardais ça avant-hier ou hier, où on entendait les gens du Bas-Saint-Laurent dire, nous, on n'en a pas de coronavirus, ça rentrera pas ici, cette affaire-là. Non, mais écoutez, Alors oui, ça va continuer de créer un repli identitaire. Même, je dirais que malheureusement, je pense que ça va accentuer le clivage Montréal et le reste du mais c'est ça que Québec. mais oui, parce que Ouais, bon, on a plus de population, mais ouais. on a aussi une population bien plus diversifiée à Montréal. Et c'est vrai que c'est ici qu'on a le plus nombre de cas par rapport à des endroits qui sont bien plus protégés. Mais enfin, bon, il n'y a pas non plus Ben, qu'à c'est la Montréal. Il y réalité a des grandes villes, hein, je des veux grandes dire. villes, mais bon, il y a Sherbrooke aussi qui a pas été épargné et tout. Il y a quand même Ouais, pas mal d'autres choses. Mais ouais. oui, mais c'est vrai que et c'est vrai que c'est un danger, mais c'est vrai aussi que je pense que quand même, l'espoir dans tout ça, c'est quand même l'éducation. C'est quand même, ça passe par l'école, ça passe par expliquer aux gens le fait. Et je vous dis, c'est la mission de l'école québécoise, hein, d'être capable d'expliquer aux gens que voilà, il y a des bases du vivre ensemble et il faut travailler, travailler, travailler ça à l'école. Et ça, c'est aussi un autre danger, le fait que les enfants n'aillent pas à l'école. Et je comprends
tout à fait que les enfants Mm. n'aillent pas à l'école, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais je veux dire, ils n'ont pas ce discours de l'enseignante qui va filtrer les Ouais, informations, qui ouais, va être capable de les diriger, de leur faire comprendre, de voir comment ça, et qui absolument. reviennent à la maison peut-être avec un autre discours, qui est un discours qui est plus pensé, qui est plus articulé. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on a très peur aussi de ce qui se passe dans certaines familles. Donc oui, il y a des problématiques, bien sûr, mais l'école, Absolument. oui, c'est ça. Ouais. Ouais, l'éducation, on s'entend, Oui, oui, c'est la clé. c'est la base de tout. Ouais, moi, je donne des cours de pratique antiracistes à Concordia l'été et je fais ça dans le cadre d'un programme très petit à l'École des affaires publiques et communautaires. Euh, et je trouve Des ça cours dommage, antiracistes. Je ne savais pas que ça existait. mais voilà. C'est Alors, j'allais magnifique. justement dire, c'est tellement dommage que ce genre de cours-là n'existe pas, même pas au primaire, où il devrait entrer au secondaire, je veux dire, ou en univers social, où je sais qu'on intègre toutes sortes de notions sur la diversité et tout, mais moi, j'enseigne pas la diversité, j'enseigne pas la gestion de l'autre, j'enseigne carrément euh, euh, les pratiques qu'il faut mettre en place dans des organismes communautaires ou dans des institutions pour justement cohabiter avec l'autre et ne pas lui mettre des obstacles. Et on a des conversations extrêmement intéressantes, mais c'est pas facile. On croirait que c'est à Concordia, eux ils sont déjà un peu dans ce genre de culture-là. Pas du tout. J'ai des gens qui sont des adultes qui travaillent dans des milieux de justice sociale qui sortent parfois très ébranlés de nos cours parce que je leur dis une grande vérité qui est nous sommes tous racistes. Nous sommes tous racistes. À un C'est degré pas un ou à un bien, autre. c'est pas un mal. C'est la manière dont notre monde a été construit, dont notre schéma de pensée a été construit, et qu'on veuille être gentil. Être raciste, c'est pas être gentil ou être méchant. C'est pas quelque chose qui est toujours dans la parole ou dans le geste. C'est quelque chose qui est très sournois et qui se retrouve partout. Tout comme le sexisme, la manière dont on a dit qu'une femme devait être et comment elle devait être, et qu'on dit encore, hein, que ce soit d'une façon ou d'une autre, quelle est la place d'une femme, mais on dit en tout cas, depuis que mes ancêtres colonialistes ont bestialisé la moitié du monde, euh, en, parce que c'était pas des humains pour eux, là, les esclaves, là, c'était des... Mais comment Ils les était-il avaient pas eux-mêmes? eu. Mais comment étaient-ils eux-mêmes avec leurs propres femmes? Oui, mais c'est ça. Ils n'avaient pas besoin d'aller chercher les femmes des autres, hein. Absolument, absolument. Mais donc, tout ça, Ça, c'est un apprentissage. Et c'est pour la le grande déconstruire. façon Ouais, de penser judéo-chrétienne, hein. ouais, C'est la ouais, place de la absolument, femme, absolument. ça vient de là, hein. Ça ne Ouais, vient de, absolument. hein. Alors, pour déconstruire tout ça, bah, il faut d'abord Mais je pense reconnaître. qu'il y a autre chose aussi. Il y a aussi le fait que il y a comme des logiques, hein. Il y a des logiques qui sont liées aussi à la manière dont les hommes de Cro-Magnon se sont faits, hein, avec les femmes qui portaient des charges moins lourdes par rapport aux hommes, et donc les chasseurs ils couraient plus vite et ceci et cela. Et puis voilà, donc ça part aussi de ça. Ça part aussi la peur de l'autre, la peur de. Bon, donc il y a des raisons, à mon avis, ethnographiques fort intéressantes à tout ça, même si ça, Mm, on veut bien expliquer, mais ça n'excuse rien, quoi. Je veux dire, le problème, c'est mm. que ça a la peau dure, quoi. Bah, C'est. finalement, le sentiment d'appartenance et le sentiment et les gestes d'exclusion, c'est des choses qu'on a vues à travers toute l'humanité. Ouais. Et puis maintenant, ben, c'est clair que si on n'éduque pas les gens sur comment déconstruire tout ça, et ça dès petits, et c'est pas en effaçant la mémoire qu'on enseigne ça, et c'est pas non plus en disant que c'est incommensurable et qu'on peut pas franchir les frontières, ben ça va être dur, mais en tout cas, moi je prie pour qu'on ait des cours de Oui, et puis pratique maintenant, antiracistes. il faudrait faire aussi attention, j'espère, à ce qu'on n'ait pas le comble du racisme qui s'installe, c'est-à-dire par rapport aux personnes âgées. Et Ah que oui, finalement, on se ouais. dise que ben, tout compte fait, c'est pas si grave parce que c'est des vieux qui meurent.
absolument. Ça, c'est une grande tristesse Tout aussi. compte fait, bah, Nos jeunes ne sont pas assez en communication avec les personnes âgées au bien Québec, à sûr, mon avis. bien sûr. Et Et ça ouais, c'est terrible. Ça, ouais, c'est terrible, avoir cette idée que tout compte fait, absolument. tout va très bien, puis on va pas reprendre l'économie, alors que tout compte fait, bah écoutez, franchement, c'est que les vieux qui meurent, ils devaient mourir un an plus tôt. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je Ça, comprends. ça, ça aussi, c'est une forme de Mm. enfin, racisme, vous voyez ce que je Oui, veux dire? oui, c'est une forme d'exclusion, absolument. C'est D'exclusion l'agisme. qui est absolument intolérable et Absolument. qui, en termes de productivité et tout ça, qui peut aussi naître dans les années ou dans les mois à venir et qui est terrible, qui est Donc, absolument. on va travailler fort pour abolir les CHSLD. Moi, je pense que ça serait une très très bonne idée. De toute Moi façon, moi, aussi, je suis comme vous, je suis d'une culture où on garde les aînés à la maison. à la Donc, maison. Moi, j'ai dit voilà. à ma fille, tu m'envoies nulle part. Je suis désolée pour toi. Je peux devenir complètement cinglée, folle, euh, Mais c'est mieux mais quand tu c'est mieux quand m'envoies une c'est vos infirmière enfants à qui la vous le maison disent. si tu veux, Moi, mais mon fils m'a dit, je te laisserai pas. Non, c'est déjà, ouf, je me sens mieux. Non, mais je veux dire, non, mais je pense qu'on doit non, mais je veux conclure. critiquer absolument personne parce que c'est pas facile d'avoir quelqu'un à la maison du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas ça c'est pas dans Non, le je sens, sais. Ouais, mais c'est ouais. juste dans le sens que je veux dire, ce discours de c'est pas grave, ils sont morts parce qu'ils sont vieux, c'est quand même crève-cœur. Absolument. Pas qu'on soit mal compris là, c'est Ouais. juste que je juge personne du tout. Bon, ben, ça a été un plaisir. Je Ça a pense été qu'on doit se vraiment, laisser. vraiment, vraiment un plaisir. Voilà, Alors, c'est trop court. en espérant que les gens ont apprécié. Oui, en espérant qu'on se rencontrera de plus Oui, près en vrai. et que tout ça, ce sera fini Ouais. bientôt. Merci.